suis désolé, je suis en pleine interview là, c'est pas le bon moment. Pardon ? Ok. Je crois qu'elle a dit vous vous prenez pour Jérém Star. On est d'accord que c'est ça. C'est ça Moi j'ai qu'elle a entendu dit. ça. J'aime bien que ce soit ça ref de l'interview. C'est pas Jérém Star que j'interviewe, c'est bien Roman Doduic. L'humoriste aux 5 millions d'abonnés est un des visages de la série Coup de cœur Zonze, disponible sur France.tv. Son actu, mais aussi les réseaux, le harcèlement qu'il a subi, la sexualité ou encore son stage de 3e et Danse avec les stars, Roman Doduic se confie. Bonjour Roman. Bonjour Marianne. Je suis ravie de te recevoir dans le studio de C'est quoi l'info. Merci de m'accueillir. Tu as une actu très riche, hein. Tu es à l'affiche de la série Zonze sur France.tv. Tu as un parcours incroyable entre les réseaux, 5 millions d'abonnés, on le rappelle, la scène, la radio et j'en passe. Et tu as une liberté de ton qui est dingue. On a l'impression que tu n'as aucun tabou. On va parler de tout ça avec toi parce que c'est très inspirant. Et d'abord, première question, je voulais savoir à quel moment tu t'es dit, c'est ça que je veux faire comme métier. Très tôt. J'avoue que là-dessus, j'ai été assez chanceux parce que j'ai beaucoup de copains qui ont mis beaucoup de temps avant de trouver leur voie. Moi, j'avoue que là-dessus, j'ai été chanceux. C'était une espèce d'évidence. J'allais raconter des histoires. Je savais pas exactement comment. Quand j'étais petit, j'aimais bien faire déjà plein de trucs différents. En fait, ma vie a pas beaucoup changé entre mes 8 ans et mes 26 ans, si ce n'est que c'est devenu professionnel et que ça me rapporte de l'argent. Mais il y a juste ça qui a bougé, quoi. Et en fait, tu disais, tu es 8 ans et tu vas prendre des cours de théâtre à 12 ans, c'est ça ? Ouais. C'est le Conservatoire national d'art dramatique, donc c'est pas des petits cours de théâtre. Hein. C'est ça. Alors, c'est pas encore au niveau... c'est pas le gros niveau quand t'as 12 ans, ça reste quand même un niveau assez intermédiaire pour enfants. Mais il y a déjà une exigence qui n'est pas celle des cours d'impro, des cours de théâtre, que j'avais déjà fait par ailleurs avant dans des choses un peu plus associatives, un peu plus locales. Quand à 12 ans je rentre au conservatoire, je comprends tout de suite que j'ai mis les pieds dans... On n'est pas là pour s'amuser, c'est pas un loisir, on est là pour bosser, on est là pour aller chercher des choses. Donc c'est assez inspirant de commencer par ça. Et après, il y a eu un stage d'observation. En Oui. 3e, Oui. Comme tout le monde a, hein, évidemment, quand comme on est tout en le monde 3e. Sauf que celui-là, il est très, très important. Ah bah celui-là, il a complètement changé ma vie. Tu dirais ça ? Ah bah oui, non, il y a un avant, un après. J'ai eu la chance de me retrouver au Palais des... non, c'était pas au Palais des Glaces, c'était à la Comédie de Paris, donc à Pigalle, chez Jean-Pierre Bigard. Et Caroline Vigneault jouait à l'époque son premier spectacle, Quitte la robe. Et à la fin de mon stage de 3e, qui dure 5 jours, hein, c'est un stage d'observation. Ouais, normal, hein, une semaine, du lundi au vendredi, t'es bien, quoi. Tu fais des cafés, t'apportes les photocopies, tu sers de repose-pied et de porte-manteau, enfin un stagiaire, quoi. Et à la fin du stage, Caroline me dit « Mais t'as pas tout fait dans le théâtre, t'es pas encore monté sur scène ?» Puis moi je prends un peu la balle au vent, quoi. C'est-à-dire que je la prends un peu au mot, je dis ok vas-y, et 3 jours après je montais sur scène pour la première fois devant un public qui n'était pas un public de parents dans un spectacle de fin d'année au conservatoire. C'était un vrai public de gens qui avaient payé leur place à Paris, 25 balles pour aller voir une artiste, et qui avant m'ont découvert pendant 7 minutes, et moi j'ai découvert mon métier à ce moment-là. À ce moment-là, parce que t'as 15 ans, t'as 7 minutes pour convaincre, t'es dans quel état ? Je suis terrorisé. C'est vrai ? C'est terrorisant déjà monter sur scène de base, ça fait peur. Et ça fait peur déjà quand tu joues du Molière. Mais alors quand tu joues du Toi, tout d'un coup tu te dis bon, quand tu joues du Molière, t'as une espèce de sécurité. À la limite, est-ce que tu vas être à la hauteur ? Bon, tu te poses pas la question. À 14 ans, tu sais que t'es pas à la hauteur de Molière. C'est quasiment impossible. Donc presque la pression s'enlève. Et puis il y a le collectif. Quand t'es au conservatoire, t'es pas tout seul. T'as un rôle. Tu joues pas toute la pièce. Tu joues des parties de pièces. Tu rebondis avec tes camarades de jeu. Il y a un truc où t'es pas tout seul. Là, tout d'un coup, non seulement c'est mon texte, mais en plus je suis tout seul. Donc tu te retrouves là sur cette scène, et puis t'es devant le public, et puis t'es aveuglé par la lumière, tu vois rien. T'as plus qu'à te jeter. Et ça a vraiment été un... Et là, c'est le plaisir. Pas tout de suite le plaisir. C'est d'abord évidemment le trac, un niveau de trac que j'ai presque jamais eu de ma vie, quoi, à ce moment-là. Et en même temps, peut-être pas tant parce que, vous savez, les gamins de 12 ans, c'est ceux qui dévalent une piste de ski tout chousse parce qu'ils n'ont pas vraiment conscience que s'ils tombent, ils meurent. Parce qu'ils ont 12 ans, ils s'en foutent. Quand on va au ski, les gens qui font les trucs de malades, c'est les enfants. Parce qu'ils s'en foutent. C'est des enfants. Ils ne savent pas que la vie... Il y a moins la conscience du danger. Il y a moins la conscience du danger, machin. Pour ça que les gamins passent leur temps à se péter tout, parce que c'est ceux qui font du skateboard. Parce que ils s'en foutent, ils ont 8 ans, quoi. Et je pense que j'ai aussi un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'en y réfléchissant,
rétrospectivement, je dis mais quel malade! Tu montes sur scène avec des vannes que t'as jamais testées de ta vie. Personne ne sait si c'est marrant ou pas. T'y vas, vraiment, je suis sauté Caroline Vigneault, elle t'a pas demandé, vas-y, fais-moi 3 blagues. Rien. Ok. Caroline Vigneault m'a donné 2 contraintes. Elle m'a dit tu ne voles pas de blagues et tu parles de toi. Elle dit ne va pas chercher les blagues de quelqu'un d'autre, ça sert à rien. Tu fais tes blagues à toi. Si elles sont pas bonnes, c'est tes échecs, mais c'est pas l'échec de quelqu'un d'autre. Et puis tu parles de toi. C'est un conseil que tu as gardé, ça. Tu dis l'idée, c'est de parler de moi et voilà, et pas être quelqu'un d'autre. C'est ça. Je vais te montrer, on a retrouvé des photos. Pourquoi faire ça? C'est pas une bonne idée de faire ça. C'est dans un reportage qui est passé il y a 2-3 ans. Il faut pas faire ça. C'est une très mauvaise idée. Je vais partir. Vous les verrez. Allez, venez à cette photo, le chapeau. Bon, il y en a une deuxième. Oh mon Dieu, mais comment vous avez retrouvé ça? Internet, putain, Internet n'oublie rien. Internet ne pardonne rien. Oh là là là, je me rappelle très bien de ces 3 soirées-là. Je pourrais à chaque fois te décrire ce qui s'est passé. J'ai une très bonne mémoire là-dessus. Non, mais t'es quand même en fait assez stylé parce que chapeau déjà, non, chapeau, style, je trouve, non? Ouais, je me cherchais un petit peu, on va dire. Le chapeau, c'était un peu une. Après, j'ai toujours eu besoin de couvrir ce visage et de trouver quelque chose pour qu'on regarde pas ma tête. Donc au début, ça a été le chapeau et puis ensuite j'ai remplacé ça par les cheveux. Mais j'ai toujours eu, je crois, ce besoin d'attirer l'attention un petit peu ailleurs que sur le visage. Le jour où j'arriverai le crâne rasé, c'est que j'aurai assumé complètement quelque chose, je pense. Mais ça, c'est hyper intéressant. Alors, je voulais qu'on l'aborde un petit peu plus tard, cette question-là, mais tu voulais te couvrir ton visage quand même. Je pense, ouais. Quand je revois ces photos, moi, c'est ça que je me dis. Je me dis oui, et j'avais 16 ans, je montais sur scène, il me fallait un truc sur la tête. Il te fallait une protection, peut-être? Peut-être, ça devait être... c'était un casque, quoi, c'était un bouclier. Aujourd'hui, c'est vrai que ses cheveux sont aussi... une forme de protection parce que ça me donne un côté sympathique, un côté un peu bonhomie avec des gros cheveux. Et si on te demande de te raser la tête pour un rôle, J'accepterais, ouais. Tu dirais oui, tu aujourd'hui, foncerais. Aujourd'hui, ça dépend le rôle, ça dépend pourquoi. Si c'est pour faire un petit rôle dans une web-série, je dirais non. Dans un premier rôle au cinéma, peut-être, en fonction de la qualité du projet qu'on me propose. J'accepterais, ouais, je pense aujourd'hui. Pas avant, mais aujourd'hui, je commence à... T'es prêt? Je sais pas si pour le prochain spectacle, je me rase les cheveux encore ou pas. Le problème, c'est que moi, quand je me rase les cheveux, t'as vraiment l'impression d'avoir un garçon leucémique en face de toi, quoi. Il y a vraiment un côté cancer, donc alors bon. on en rit parce que finalement c'est une blague. Parce qu'il faut en rire. Voilà, oui, mais c'est vrai que c'est. Il faut en rire, mais c'est c'est vrai que ouais, j'ai toujours eu un visage très enfantin. En fait, les cheveux m'ont vieilli aussi, je pense. Ou le chapeau me vieillissait. Enfin, il y avait quelque chose de ouais, il fallait que j'avais besoin de cacher le fait que j'étais plus jeune. Alors, on y reviendra un petit peu sur ces thèmes perso en fait qui sont aussi tes sources d'inspiration et dont tu parles dans ton spectacle adorable. Mais je voulais qu'on parle avant d'une autre personne inspirante. On a parlé de Caroline Vigneault. Il y a ta mère, il y a ta maman. Enfin, tes parents, mais ta maman, elle joue avec toi, elle apparaît dans certaines de tes vidéos. Ils ont accepté tout de suite, tes parents, quand tu leur as dit ça y est. Ils ont pas trop eu le choix, les pauvres, parce que c'était assez évident en fait. Depuis tout petit que j'allais faire ça. Je disais déjà que je voulais être acteur quand j'avais 6-7 ans, donc il n'y a pas eu la grosse surprise à 17 quand je me suis dit oui, non, la fac, ce sera pas mon truc, je vais pas faire de grandes études. Eux, ils auraient presque voulu au début que je m'oriente plus parce que j'étais vraiment parti pour faire les conservatoires nationaux au début. Il y a d'ailleurs sur internet, quand on fout, tu l'as dit tout à l'heure, mais je pense que c'est parce que c'est les infos qu'il y a, que j'ai pris des cours au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. C'est pas vrai. C'est ce que tu disais. C'est ce que j'ai dit. Conservatoire régional, en fait. Il faut pas le dire, mais c'est pas vrai. En fait, j'ai fait le régional. J'étais en DET, diplôme d'études théâtrales, ce qui est considéré aujourd'hui comme des études supérieures. Et le vrai truc stylé, c'est le Conservatoire national. Il y en a 11 des écoles en France, notamment celui de Paris pour lequel j'ai fait le concours plusieurs fois, que je n'ai pas eu. Mes parents auraient préféré que j'aille là-dedans parce que le côté un peu plus académique, un peu plus stylé. Aussi. Mais au fait, au même moment, moi, en 2016, j'ai 17 ans. Je suis même pas encore majeur quand démarre l'année scolaire en septembre. Je suis à la fois inscrit en fac de philosophie à Tolbiac, au diplôme d'études théâtrales du Conservatoire régional du Val-de-Marne, et j'ai un premier spectacle qui a déjà 50 dates vendues. Donc, de base, l'emploi du temps est déjà bien géchard. Ça n'a pas changé, ça non plus. Mais... Ça, j'ai toujours eu ce besoin-là de combler le vide. Donc, Et c'est eux qui vont devenir tes parents, qui vont devenir tes premiers producteurs, en fait. Oui. Le Festival d'Avignon, c'est eux qui produisent. En fait, vous avez fait un deal. Ils sont OK pour financer tes spectacles comme s'ils avaient financé tes études. En fait, ils m'ont dit, on a donné la même chose à tes deux grands frères pour financer des études sur 8-10 ans pour le plus grand. Et ils m'ont dit, on va donner la même chose sur 10 ans à toi en 6 mois. En fait, tout l'argent des études qui pouvait durer jusqu'à 10 ans, si j'avais fait des grandes études... Ça va durer 6 mois. Il y a quand même une petite pression, là.
Ouais, à ce moment-là, je m'en fous complètement. Je Rétrospect. prends l'argent. Ouais, je prends enfin surtout je le prends pas, c'est juste, mais c'est rigolo parce que quand j'ai au téléphone des salles de théâtre et tout, on aimerait parler à votre producteur. Oui, pas de souci. Papa. Et c'est mes parents qui créent une société et qui créent une association pour que je puisse produire mon premier spectacle. Et ils ont dit on va jusqu'à la fin du premier Avignon. De toute façon, à la fin du premier Avignon, on n'a plus rien. On a tout l'argent que tes frères ont dépensé en 10 ans. Toi, tu l'as sifflé en 6 mois. À la fin d'Avignon, il n'y a plus rien. J'ai la chance à ce moment-là de rencontrer un producteur, Éric Gautret, qui est encore mon producteur aujourd'hui, parce que je crois beaucoup à la fidélité dans la vie, d'une manière générale. Donc ouais, j'ai eu de la chance. Mais les parents, oui, j'ai des amis qui ont été en guerre contre leurs parents pour faire ce métier. Moi, ils l'ont carrément produit. Oui, puis alors ta mère, elle joue dans tes vidéos. Oui. Donc, c'est Ah oui, elle est validation à 100%. Même, bien sûr, ils sont même venus pour tourner la prochaine émission de Drucker, qui s'appelle Famille, je vous aime, et qui va sortir dans quelques semaines, je crois, au moment où on tourne cette vidéo sur France 2. Ouais. Donc ils sont carrément venus sur le plateau de Drucker. Ma mère a chanté la petite chanson au ukulélé comme c'était d'habitude. Elle l'a fait devant Drucker. Enfin, je l'aurais. Mais elle a aussi cette fibre. Enfin, il y a une fibre artistique dans la famille, clairement. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Alors, on va parler de ton actu et du métier d'acteur, parce que tu es à l'affiche de Zonz. En fait, ça va peut-être inspirer aussi pas mal de jeunes qui nous regardent. Beaucoup le savent pas, mais tu as passé 3 mois en prison. Oui. Pour une série. Oui. Donc, Zonz, en argot, ça veut dire prison. Elle a eu un super accueil, cette série, au festival Cannes Série. C'était fin avril. On va regarder la bande-annonce et puis après, on en parle ensemble. Tes nouvelles, toi? La prison, c'est marrant pour personne. Faut que tu te répètes tout le temps que c'est temporaire. Sinon, tu ne tiendras pas. T'es pas prête pour ce qui va t'arriver. On pourrait s'entraider au lieu de se pourrir la vie, non? Ils voient rien, les surveillants? Je serais vous, j'essaierais de rester sympa avec tout le monde. Madame a la science centrifuge. Vous ne sortez pas aujourd'hui, Hassine. Il y a eu une erreur. Non, c'est mort. On s'évade ou quoi? J'ai un master plan. Ça fait des générations et des générations qu'on pratique l'évasion dans ma famille. Moi, je suis né pour ça, moi, t'inquiète. J'arrive pas à savoir si c'est ingénieux ou complètement con. On attend la nuit. On creuse un tunnel sous les cellules. On va direction Est, parce que sinon on arrive sous la salle de sport. On récupère un filet de balles de ping-pong. On en fait une corde. Un tunnel? Oui. Au 2e étage. Être en prison, c'est pas rien. Tout est sous contrôle. Vous deux, là, vous êtes la team diversion. Diversion, pourquoi? Je veux savoir ce qui se passe. Je peux vous faire chartériser à l'autre bout de la France dans une prison haute sécurité. C'est quoi, on peut peut-être s'arranger toutes les deux. Faut que je fasse quoi? Tu regardes, si tu vois un truc illégal, tu m'en parles, d'accord? Qui croit à ton numéro de Miss Parfaite? Tu vas tout m'expliquer, sinon je leur raconte comment t'es une grosse poukie. L'image, elle est hyper belle. C'est assez dingue. La réalisation, je trouve les couleurs. Il y a une vraie identité à cette série, avant qu'on parle de ton rôle, évidemment. T'as un petit mot à nous dire là-dessus? Alors sur la qualité de l'image, il faut se référer à 3 génies, les réalisatrices Marine Colomiès et Marine Maugrain-Le Gagneur, et aussi le directeur de la photographie Ovig, que j'embrasse et que je salue, qui est un génie de l'image et qui a fait quelque chose d'absolument extraordinaire, je trouve, sur cette série, ce qui lui donne une ampleur supplémentaire. Il y a une atmosphère, il y a des couleurs assez pop aussi, un peu saturées. Enfin, je sais pas comment le dire, mais alors pour le coup, moi, j'y suis pour rien. Mais c'est vraiment le talent des réalisatrices et du chef opérateur. Moi, c'est vrai que d'habitude, quand je tourne des vidéos, c'est avec ma petite caméra et j'ai rien appris de tout ça. Ça m'intéresse très peu la technique. Donc, je sais juste appuyer sur un bouton, faire la balance des blancs un petit peu. Et encore, déjà, je commence à rentrer un tout petit peu dans le technique. Il faut te croire là vraiment quand tu dis ça? Quand je dis la balance des blancs? Ouais, non, mais je veux dire, c'est vrai, en technique, tu comprends rien. En technique de caméra, j'y connais rien. C'est-à-dire que j'achète des caméras parce qu'on me dit que celle-là, elle est bien. Et je paye des gens pour qu'ils me disent l'image, elle est cool. Ouais, parce que l'image, elle est cool quand même sur tes séries. On le voit sur les réseaux. L'image, elle est chouette parce que je travaille avec des... De toute façon, on m'a toujours appris quelque chose et c'est vraiment le meilleur subterfuge à la réussite, c'est entoure-toi de gens qui sont meilleurs que toi. Et moi, je suis entouré de plein de gens extrêmement brillants qui, du coup, brillent sur moi. Mais moi, au final, je fais pas forcément grand-chose. Et des fois, c'est aussi la qualité des gens qui m'entourent. Ouais, en tout cas, la réalisation de Zonz, elle est géniale. Il y a toute une bande de jeunes acteurs, humoristes, comédiens, avec toi. Il y en a des plus expérimentés, parce qu'on retrouve Camille Chamou, on retrouve Nicole Ferroni. Il y a aussi Fauvoto que tu avais rencontré sur Danse avec les stars. Tu nous fais le pitch de la série? Ouais.
Alors la série, c'est d'abord l'histoire de Alice, une jeune fille de 17 ans qui se retrouve son premier jour enfermée donc, dans cette prison pour mineurs. Très important de préciser, c'est pas n'importe quelle prison. On est à Dante, qui est une prison pour mineurs. Et elle va rencontrer tout un petit groupe de jeunes taulards. Et ils vont essayer de s'échapper. La question, c'est est-ce qu'elle va les balancer pour obtenir les faveurs de la directrice pour pouvoir sortir plus tôt, ou est-ce qu'au contraire, elle va essayer de s'échapper avec elle. J'ai un appel, on va le prendre tout de suite. Regardons qui c'est, on va poser peut-être une ou deux questions C'est à cette quoi l'info personne et mystère. surtout, c'est qui la personne? C'est un numéro inconnu. Bon, bah, Allô? Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, avec vous Sarah, votre conseillère d'énergie. Et je vous appelle aujourd'hui pour la mise en point de votre facture d'électricité. Ah, j'ai pas payé ma facture d'électricité. bah, bravo Roman. Non, au contraire. C'est tout simplement que vous n'avez pas encore validé la réduction de votre facture d'électricité. Alors, est-ce que je peux vous rappeler plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux avoir des promos et t'en profites pas? Je sais pas, je profite pas des promotions sur l'électricité. Je suis désolé, je suis en pleine interview là, c'est pas le bon moment. Est-ce qu'on parle de Zonz là? Mais... Vous prenez un Jérôme Star. Pardon? Ok. Je crois qu'elle a dit vous vous prenez pour Jérém Star. On est d'accord que c'est ça? C'est ça Moi qu'elle j'ai a entendu dit. ça. Énorme, si Elle a c'est dit ça. ça. Vous Ok. prenez... J'aime bien que ce soit ça sa ref de l'interview de tous les gens possibles à On interviewer. réécoutera, on Sa va ref, réécouter. C'est Jérém Star, c'est quand même génial. Ouais, mais c'était de la pub ou c'était vraiment ton fournisseur Je d'énergie? crois que c'était de la pub. Ok. Ça peut être un nouveau jeu C'est pour qui l'émission. hôtel? C'est qui hôtel? Bah, je vais laisser mon C'est- téléphone ouvert comme ça si jamais j'ai un autre coup de C'est fil. mieux si c'est des potes et des gens un peu sympas qui ont c'est des des trucs potes à ou si dire. c'est mais- Fovoto qui nous appelle, c'est vrai que c'est... Donc on était quand même sur le pitch de la série, donc on va le refaire comme On va le ça. refaire, on va le Ouais, refaire au parce que- propre. C'est important. Donc, Ouais. Zonz, c'est l'histoire d'Alice qui a 17 ans, qui est une élève modèle, parfaite, bien sûr tout rapport, brillante, des études, tout ça, machin. Et elle se retrouve en prison. Alors pourquoi? On ne sait pas, mais elle se retrouve en prison. Et donc logiquement, vu qu'elle est mineure, dans une prison pour mineurs. Et elle va rencontrer dans cette prison un tas de jeunes autres taulards, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font là non plus. Et ce petit groupe va essayer de s'échapper. Alors est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'Alice va les balancer avant? Est-ce que l'amitié va être au-dessus de la trahison? Ça, c'est les questions que soulève cette série. T'as l'air d'être un taulard un peu particulier, toi, non? Dans la façon de t'habiller, je sais pas, de ce que j'ai vu. On est tous des taulards un petit peu particuliers et c'est ce que la série essaie de raconter aussi parce qu'on est tous des enfants. On est mineurs, on est proche de la majorité pour certains, mais on est des enfants. À 17 ans, t'es un enfant. Et moi, j'ai la chance de jouer ce personnage extraordinaire qui s'appelle Gabin. Ouais. Et je suis tellement heureux d'avoir rencontré ce Gabin, je pourrais en parler pendant des heures. Et c'est vrai que c'est un bonhomme assez particulier. Pour le coup, c'est vrai qu'on se demande ce qu'il fait en prison, quoi, parce qu'il est là, il fait des blagues, il fait des tours de magie dans la coursive, il a une cellule en bordel, il part dans tous les sens, mais en même temps, on se rend compte qu'il est aussi un peu suicidaire, qu'il prend des médocs, et qui peut passer d'un grand moment de à un grand moment de down. Peut-être en fait, c'est dans une prison certes, mais c'est les problèmes d'ados, enfin de cette génération-là qui sont mis en avant aussi dans cet univers-là. Bien sûr, et puis ils deviennent encore plus forts dans un univers comme celui de la prison. L'idée, c'était aussi d'être fidèle à cet univers carcéral ou pas du tout, d'essayer de bien retranscrire un petit peu ce qui peut se passer dans une prison pour mineurs, ou alors c'était pas l'objet de la série. C'était tout de même l'objet de la série parce qu'elle est appuyée sur des choses qui sont très réelles. Les scénaristes et les réalisatrices ont pris énormément se sont énormément documentés avant l'écriture et pendant l'écriture et le tournage de cette série. Donc, il y a plein de choses qui sont très vraies sur l'univers des mineurs en prison. Il y a aussi des libertés qui ont été prises pour le bien de la narration, pour le bien de la fiction. C'est une comédie aussi. Hein, ça reste une comédie, donc il y a plein de choses qui sont absolument improbables. De toute façon, si c'est réaliste, on s'échappe pas. Enfin, on peut pas essayer de s'échapper, c'est pas possible. Merde. Ça a déjà marché, ça a déjà marché. Voilà.
dans l'histoire récente. Il y a déjà eu des évasions de Il y a prison. eu des évasions de prison, bien sûr, mais comme on va essayer de le faire dans cette série, puis même, il n'y a pas de réfectoire, par exemple, dans les prisons pour mineurs, ça n'existe pas. Ok. Il y en a dans cette série parce qu'on a envie d'avoir des On scènes. mange en cellule, sinon les ados. Les ados et les... En fait, on peut être enfermé à partir de 13 ans. Moi, en fait, j'ai appris plein de choses pendant le tournage de cette série sur l'univers carcéral pour mineurs. Déjà, je ne savais pas que ça existait. Tout bêtement. Moi, je pensais qu'on pouvait aller en prison à partir de 18 ans. Quand on est majeur. Non, à partir de 13 ans. 13 ans, t'es jeune quand même pour aller en prison quand même. Et c'est souvent non pas c'est ce qu'on appelle des établissements pénitentiaires pour mineurs, des EPM. Il y en a très peu en France, je crois qu'il n'y en a même pas une dizaine. Il y en a un seul qui est mixte du côté de Lyon, donc ce que vous voyez dans la série, c'est-à-dire des garçons et des filles mineurs dans un établissement pénitentiaire, ça existe, c'est très rare. Il n'y a pas de réfectoire. Voilà, il y a plein de choses. Et puis souvent, c'est des quartiers au sein de prisons plus larges pour adultes aussi. Donc oui, la série prend plein de liberté, mais par contre au milieu de ça, elle va raconter plein de choses réelles sur... par exemple, moi, mon personnage, c'est vrai que c'est un personnage qui a plein de troubles mentaux, des choses qui sont réelles et qui existent. Moi, pour préparer ce rôle, c'est ça que j'ai fait. Je suis allé rencontrer des enfants qui étaient atteints de TDA, de TDAH, de TCA. C'est des troubles de l'attention, c'est ça, des troubles de TDA l'attention, et TDAH. c'est ça. Et de l'hyperactivité. Exactement. Okay. Donc moi, quand j'ai su que j'allais jouer ça, j'ai accepté tout de suite parce que la qualité de l'écriture de cette histoire et de ce personnage, je ne pouvais pas la refuser. C'était impossible. Mais par contre, je me suis dit, merde, il y a plein de trucs que je sais pas jouer. Et j'étais très embêté quand même parce qu'il y a des trucs, je me dis, mais je sais pas jouer ça, comment je vais faire pour jouer ça? Et le meilleur conseil qu'on m'ait donné avant d'aller tourner cette série, c'est quand tu sais pas jouer quelque chose, ne le joue pas. Vis-le. C'est sur. C'est sur. Le tournage du... Alors, j'ai voulu être intelligent de donner une ref et puis ça y est, je l'ai pas. La traversée de Paris. Sur la traversée de Paris, il y a une anecdote qui est assez connue sur un des... Je sais plus quel acteur... On est sur De Funès et Bourville ou pas du tout? Non, pas la Grande Vadrouille. Non, la traversée. Alors, il y a De Funès. Moi, j'y suis pas non plus. Il y a De Funès qui a un tout petit rôle, mais c'est qui déjà qui joue là-dedans? Je suis bête, moi. Enfin bon, sur la traversée de Paris, il y a une anecdote il y a probablement... On est en train de dire des grosses conneries. On va vérifier. C'est quoi l'info? On sait pas. Tout ce qui est important de dire, c'est que il est censé... Gabin, il est censé... Aussi? Il y a Bourville aussi? Ouais, on a bon. Donc vous voyez, j'aurais juste pu ne pas parler de ça et rester sur Zonz. Non, il a fallu que... Moi, il y a une donc anecdote bien qui Jean m'a Gabin, marqué. bien Louis de Funès et bien Bourville, donc tout va bien. Il y a une anecdote assez connue sur ce tournage, c'est qu'il y a un des personnages qui est censé porter une mallette très lourde, une valise très lourde, parce que je crois qu'il y a un cochon dedans, enfin il y a de la bouffe, il y a vraiment un truc où c'est très lourd, et donc ils la refont 17 fois, 18 fois, puis au bout d'un moment, l'accessoiriste dit: ah bah merde, le pauvre Gabin ou le pauvre Bourville, il est en train de porter 50 kilos à chaque prise, et du coup il vide la valise pour que le gars puisse être un peu plus tranquille. Il soulève la valise, il dit: bah remets-moi le poids. Et il dit: pourquoi? Ah bah attends, je vais quand même pas m'emmerder à jouer ça. Donc, ça faisait trop faux en fait, trop. Il dit: ça fait ça de moins à jouer si c'est réel. Et moi j'ai abordé toute cette série, tout ce travail autour de ce personnage-là de cette façon-là. Je n'ai pas à m'embêter avec le jeu si c'est réel. Et comme tu dis, t'es allé à la rencontre de jeunes qui ont ces troubles-là en fait. Oui. C'est une démarche très journalistique. En fait, j'ai mis un message sur Instagram et j'ai dit: bonjour. Bon, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais je cherche des jeunes, principalement TDA, TDAH, pour pouvoir discuter avec eux dans la prévision d'un rôle. Je m'attendais à recevoir 3 messages, j'en ai reçu 450. Et des parents, des associations, enfin tout d'un coup, il y a plein de gens qui ont commencé à me dire: ah, on a plein d'infos à te donner. Je me dis: ok, d'accord, venez tous. Ils sont venus chez moi. Je vous jure, ils sont venus chez moi. Pas 450 non, chez toi. ils sont pas 450 chez moi. J'ai trié un petit peu et j'ai reçu une douzaine de jeunes, d'enfants et d'adultes et de parents d'enfants TDA, et ils étaient tous dans mon petit salon. Et je leur avais prévenu: on va discuter, c'est cool, vous allez vous rencontrer, donc vous allez discuter de ce que vous voulez. Moi, je viens pour vous observer. Je vous invite pour vous observer. Soyez bien à l'aise avec ça, sinon venez pas. Mais moi, je veux vous regarder et vous voler plein de choses. Et c'est ça que j'ai fait. C'est-à-dire qu'ils étaient là et pendant 1h30, ils étaient devant moi. Je leur posais des questions sur comment ils ont découvert leurs troubles, est-ce qu'il y a d'autres troubles qui y sont associés, et les médicaments, et comment ça se passe l'école, et comment ça se passe avec les copains. Et donc, plein de questions comme ça. Et donc, ils avaient des parcours qui étaient très similaires. Parce que sur la façon de... C'est très compliqué aujourd'hui de détecter ce genre de troubles. Ça passe par des analyses qui sont très coûteuses. Les médicaments ont
peu près pas beaucoup changé en 10-15 ans, mais sont pas forcément remboursés. Et puis l'école, comment est-ce qu'elle s'adapte? Enfin bon, il y a tout un tas de questions là-dessus. Et pendant que eux parlaient de toutes ces questions qui étaient très sociétales, moi je regardais le physique, je regardais le corps. Et je regardais comment les gamins se tenaient, comment est-ce que les gamins bougeaient, comment est-ce qu'ils regardaient ou est-ce qu'ils regardaient pas. Et c'était passionnant. Par exemple, bon, c'est un tout petit détail, après je sais pas si ça se verra dans la série, mais bon, il y a un des gamins qui, à partir du moment où il prenait ses médicaments, il en avait pris avant de venir pour pas être trop... se tenait les 2 jambes serrées avec les 2 mains sur les genoux quand il devait essayer de se concentrer. Donc dès qu'il était assis, il avait ça. Quand il était debout, mais s'ancrer. Il s'ancrait et c'était tellement peu naturel parce que ça se sentait qu'on lui avait demandé de mettre les 2 mains pour se concentrer et qu'il essayait de faire de son mieux. Toutes les fois où Gabin, dans la série, essaie de faire son mieux, il a les 2 mains sur les genoux et il essaie d'être droit et je me rappelle qu'on m'a dit c'est pas naturel comment tu te tiens là. Je sais, mais c'est pas moi, j'ai vu un garçon faire ça, j'ai décidé de le prendre pour Gabin. Et puis à côté de ça, il y a des scènes qui ont été terrorisantes à tourner. Alors c'est qui maintenant? Te prends pas pour Jérém Star, espèce de bâtard. Il y a des scènes qui ont été terrorisantes à tourner parce que j'ai des vraies scènes de crise d'angoisse, j'ai des scènes atroces. Oui, surtout d'être enfermé, j'imagine ça peut aussi décupler certaines émotions, peut-être chez des gens qui ont des troubles de l'attention. Pas forcément, parce qu'il y a aussi, quand on a des troubles de l'attention, l'habitude est quelque chose de très rassurant. Et mine de rien, la prison est régie par énormément d'habitudes, puisqu'on se lève à la même heure, on mange à la même heure, on va au même endroit. Alors on s'ennuie peut-être, on a envie de bouger partout sans doute, mais il y a une espèce de petit confort aux habitudes et aux routines. Là où pour nous ça a été très intéressant, ce tournage il a été tourné dans une vraie prison. Oui, la prison de Clairvaux, qui est en Champagne-Ardenne, qui a été fermée dans le Grand Est, en mai 2023. Voilà, donc un an avant le tournage. Mais c'est incroyable de tourner dans une prison. Une vraie prison. Surtout qu'au début, il nous avait dit qu'il ne savait pas trop où est-ce qu'on allait tourner, qu'il y avait des chances qu'on tourne ça en studio. Et en fait, on a tourné dans une vraie prison. C'est-à-dire que tous les matins, on allait vraiment en prison. On a tourné dans des vraies cellules, on a tourné dans des vraies coursives, et les murs ont des histoires. Et c'est-à-dire que même si ça a été un peu repeint pour les besoins de la série, même si c'est une ambiance très chouette, d'ailleurs moi c'est ça qui m'a surpris, c'est de me dire je pense que nous sommes les gens les plus heureux qui avons foulé ces carrelages et ces coursives. Nous on était là pour faire du jeu, faire du théâtre, raconter des histoires, donc même si on raconte parfois des choses qui sont dramatiques, je pense que nous sommes les gens les plus heureux et on a mis des souvenirs dans ces murs qui n'aurait jamais pu exister sans nous. Et en même temps, pour nous, il y avait ce truc de les murs ont des histoires et ils nous parlent aussi. Moi, j'ai passé du temps des fois juste à me balader dans cette prison. Des fois, je suis resté 1 heure dans une cellule juste pour voir comment on se sent quand on passe 1 heure dans une cellule avec personne à qui parler, sans téléphone. Ça rend dingue. 1 heure, ça rend dingue. 1 heure, ça rend dingue. Alors, parce que tu es hyper connecté. Peut-être. Après, normalement, on n'a pas le droit au téléphone en prison. Ouais. Pareil, ça existe, les téléphones en prison. Oui, on disait les évasions, ça existe. Les téléphones en prison, ça existe aussi. Ça existe aussi. Il y a un téléphone dans cette série qui va avoir son importance. Mais c'est sûr que ça a été un tournage qui a été assez éprouvant. Peut-être que si un jour j'ai plus d'expérience dans le métier de comédien, j'apprendrai à jouer des choses. En attendant, je me suis dit que la façon la plus honnête de rendre hommage au texte qu'on m'a donné, c'était de vivre les choses et de ne pas les jouer. Par exemple, j'ai une scène où je devais croiser quelqu'un dans un parloir, quelqu'un qui est très important pour mon personnage, et c'est la première fois que je suis censé le voir en 2 ans, je crois. Et je n'ai pas de très bon rapport avec la personne qui va se présenter devant moi. J'essaie de spoiler le moins possible. J'ai fait une demande de comédien. Je me suis dit, putain, t'as intérêt à être bon parce que si tu fais ta star et que ça marche pas. Mais j'ai dit, je veux pas rencontrer l'acteur. J'ai dit, l'acteur qui joue ce personnage, je ne veux pas le rencontrer, je ne veux pas savoir son prénom ni à quoi il ressemble. Je veux le découvrir quand ça tourne et quand il arrive devant moi, quand je le verrai pour la première fois, je veux que ce soit la première fois que mon personnage le voit aussi. Et ils ont respecté ça. Ce qui est hallucinant, c'est-à-dire que n'importe quel réalisateur aurait pu dire mais qu'est-ce que tu me fais chier, va le rencontrer, travailler avec lui, parce que du coup ça faisait en sorte qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas pu répéter, on n'a rien répété du tout.
Et le jour où j'arrive sur le tournage et que cet acteur est là, ils ont installé un deuxième HMC, habillage, maquillage, coiffure. C'est là où on prépare les comédiens avant le tournage. Ils en ont installé un deuxième, entouré de paravents pour que personne ne le croise. J'ai fait mes répétitions sans lui. Il a fait ses répétitions sans moi. Et au moment où je l'ai vu pour la première fois, c'est le moment où la caméra tourne. On me dit « Roman, est-ce que t'es prêt ?» J'ai pas répondu. Ça voulait dire oui. Ils ont lancé la caméra. Le comédien est arrivé. Et je peux pas vous dire autre chose que l'image que vous voyez à la série, c'est l'image que j'ai vraiment vécu, c'est-à-dire de croiser quelqu'un et d'être terrorisé à l'idée de voir cette personne que je ne voulais pas croiser. C'était vrai pour mon perso, c'était vrai pour moi. Je pense que cette scène est bien jouée parce que je ne l'ai pas jouée. Ouais, et ils ont validé, donc c'est que... Elle saoule. Justement, on va parler de toi en tant qu'acteur. Tu avais fait tes débuts en 2024 dans Du Cobu passe au vert d'Elysée Moon, mais là, c'est vraiment ton premier vrai rôle. C'est ce que tu as envie de faire là maintenant, être comédien, enchaîner les rôles? Moi, je me suis jamais privé de rien. J'ai eu la chance qu'on me propose des choses, et quand on me propose rien, j'ai les réseaux sociaux, j'ai mon spectacle. En fait, j'ai la chance d'être assez libre. J'ai besoin aujourd'hui, en tout cas, pourvu que ça dure, mais j'ai besoin de personne pour créer des trucs. Orelsan a dit, si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et je trouve cette phrase très juste. Et aujourd'hui, si j'ai envie de raconter une histoire, parce que j'ai pu créer des petites séries sur les réseaux sociaux, et c'est un kiff de les faire. Et ça marche en plus. Et en plus, j'ai la chance d'avoir le public en face à qui ça plaît. Et tu te dis, tiens, avec quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires, on pourrait faire un truc génial sur une plateforme ou à la télé. Et ça veut dire que tu peux aller aussi vers la réalisation, peut-être? En tout cas, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller vendre mes idées à des gros décisionnaires, des madames et des messieurs avec des cravates dans des bureaux, à qui je présente mon petit dossier, machin. C'est si long. C'est si long, si laborieux, ça dépend de tellement de gens. Et peut-être qu'un jour ça marchera et ce sera génial. Quand je vois ce qu'ils ont fait avec Zonz, je me dis c'est génial de pouvoir faire ça. Tu peux faire des trucs que tu peux pas faire autrement. Mais c'est vrai que moi, les projets que j'ai fait sur les réseaux, c'est aussi parce que je n'arrive pas à les faire ailleurs. Et des fois, j'ai envie et j'aimerais bien me dire tiens, ça vaudrait le coup d'avoir du budget, ça vaudrait le coup d'avoir le côté un petit peu aussi sérieux et stylé, de se dire tiens, c'est sur telle plateforme, tiens, c'est sur telle chaîne. Et moi, je suis trop en demande de ça et des idées, j'en ai 6 milliards. Le problème, c'est que c'est si long. Et l'avantage des réseaux sociaux, moi, il y a plein de petites histoires que j'ai écrites. Il y a aussi le format qui le permet, c'est du vertical, c'est soit d'une minute. Donc c'est vrai que ce format-là permet aussi d'être assez libre. Il y a des histoires que j'ai écrites le matin. J'ai appelé mes équipes à 11h. On le tournait à midi. Je finissais de le monter à 17h. À 18h30, c'était en ligne. Et il y a une satisfaction absolument monstrueuse à 18h30 de regarder des gens qui te disent « Oh, c'est génial !» alors que tu as eu l'idée à 10h du matin. Oui, c'est direct en fait. Et on le dit comme ça, clic-clac, plus de 20 millions de vues. Et là, c'est le mec de ma sœur en ce moment qui est... Oui, alors ça c'est plus des petits formats, on va dire, sur 3 épisodes. Okay. Voilà. Il y a à peu près 3 millions de vues déjà, rien que pour ça. Donc, les vrais projets, on va dire, un peu conséquents, ça a été Clic-Clac et Soirée de merde, qui ont été les deux gros projets de cette année. Et des bangers. Des bangers. Des gros bangers. Et il y a ton spectacle toujours, Adorable. Tu es en tournée jusqu'en 2026. Ouais, et en 2026, le nouveau spectacle arrive. Alors, on va en parler aussi. Donc, Adorable, mise en scène par Jocelyn Flippo. Pour voir un peu le ton que tu as, les sujets que tu abordes, là aussi, on va regarder la bande-annonce. C'est parti. En fait, moi, j'ai la gueule d'un mec adorable. C'est horrible. J'arrive quand même à la caisse de la pharmacie avec 40 capotes et 50 masques. La pharmacienne, elle m'a fait là, t'es protégé. Laurent Ruquier, un jour, il m'appelle et il me propose de faire les grosses têtes. Ouais. Il m'a dit, tu vas voir, ça va te rapporter un nouveau public. Elle. Ça te pèse d'avoir une gueule d'ange ? Une gueule adorable ? Plus adorable que gueule d'ange. C'est pas tout à fait la même chose. T'as un peu une gueule d'ange. C'est gentil. Toi, tu le vois comme ça. Vous savez, on se trouve toujours moins bien que ce que les autres trouvent. Ce que je trouve difficile quand on a ce visage-là, ce corps-là, c'est de se faire respecter
de se respecter soi-même parce qu'on a aussi pris l'habitude de s'écraser. Il y a des gens qui ont naturellement le tempérament du respect et ils ont beau faire 1m20 et être des brindilles, quand ils parlent on les écoute. Il y a des gens qui ont cette capacité-là, je les admire beaucoup. Moi non. Je sais pas faire. Je sais pas faire semblant, je suis trop nul en bluff et j'essaye parfois dans des petits moments d'essayer de me faire respecter et je sens que ça marche pas. Donc oui, ça me pèse un peu. Ouais, c'est assez étonnant ce que tu dis parce que nous, on le voit pas comme ça quand on te voit. Enfin, on te voit très sûr de toi. Enfin, sur scène. Sur scène, voilà. Je suis chez moi. Sur scène, je risque rien. Sur scène, je suis le patron. Sur scène, tu peux être n'importe qui. Dans la salle, tu me fais pas peur. C'est comme ça. Sur scène, c'est l'endroit où je suis le plus en sécurité, où je suis le maître. Et c'est pour ça que c'est très agréable pour moi de faire de la scène parce que c'est le seul moment de ma vie où je me sens reprendre un peu de pouvoir. Et je me sens bien. Et tu peux être qui tu veux, tu peux me dire ce que tu veux. J'ai une répartie sur scène que je n'ai pas dans la vie. J'ai une tranquillité sur scène que je n'ai pas dans la vie. La scène est thérapeutique à tellement de niveaux, mais même physiquement. Il y a 3 jours, je suis allé jouer à Soissons. Et pour la première Dans fois... l'Aisne, hein, c'est à 1 heure au-dessus de Paris. Ouais, 2 heures même en bagnole. Ouais. Bon, bref, Je connais un peu. C'est vrai, tu connais Tu connais Soissons? Ouais, j'ai ma tante qui vit là-bas. Ah, c'est pas vrai. L'avenue du Général de Gaulle, c'est pas vrai, l'avenue de la Gare. c'est dingue, j'y suis passé vraiment il y a 3 jours. Pour être honnête, pour la première fois depuis que j'ai commencé ce métier, j'avais pas envie de jouer. J'avais pas envie. Ah ouais? J'étais pas bien. Ouais. Y a des problèmes dans ma famille en ce moment qui fait que j'ai pas la forme. Moi-même en ce moment, je suis pas dans une grande forme stratosphérique. Je devais aller voir ma psy ce matin. Donc j'avais vraiment. Et il est tombé sur moi cet après-midi. Donc, C'est encore mieux, encore mieux. Puis en plus, toi, tu me demanderas pas d'argent à la fin. Ouais. Je crois. Oui, logiquement. J'ai du cash au cas où J'ai pas le droit. Mais je suis allé à ce que je n'avais aucune envie d'aller jouer. Je suis allé vraiment à reculons à la salle. Je voulais pas répéter, je voulais pas réviser. J'étais avec mon équipe, j'étais là. J'ai pas envie. Je suis monté sur scène. Et j'ai vécu un des meilleurs moments de ma vie de scène. Je sais pas ce qui s'est passé, un alignement de planètes, un public qui a été tellement gentil, tellement généreux, tellement bienveillant. Ils avaient tellement envie de se marrer, ça m'a fait un bien tellement monstrueux. À la base, j'avais dit aux équipes, aujourd'hui, je ne suis pas en forme, je fais le spectacle et je ne fais pas les photos. Normalement, je fais mes photos à la fin de chaque spectacle. Là, j'ai passé plus de temps à faire des photos qu'à faire le spectacle, tellement j'avais envie de passer du temps encore avec eux derrière. Ta thérapie, c'est la scène, en fait. C'est ça que je comprends. C'est une forme, en tout cas, de thérapie. Pour moi, en tout cas, c'est un endroit où je me sens vraiment protégé, vraiment à l'aise. Alors après, quand je rentre chez moi, je vais me planquer sous ma couette et je vais chialer. Mais quand je suis sur scène, je suis le boss et je suis avec des gens qui sont là pour se marrer. Ce soir-là, t'es rentré, tu t'es mis sous la couette et t'as chialé? Ah, j'étais pas bien ce soir-là. Non, mais parce qu'on a aussi nos problèmes dans la vie et... on a tous nos problèmes et c'est très difficile des fois de conjuguer ce problème avec les obligations du travail. Comme tout le monde, en fait. Comme tout le monde. Ouais. Après, c'est sûr que là, je suis extrêmement chanceux. Quand on travaille, c'est de monter sur scène et de faire rire des gens. Bon, c'est un travail qui est un peu plus ludique, un peu plus agréable et qui est vraiment thérapeutique. C'est-à-dire que là, j'avais pas envie, j'étais pas bien, mais le temps où j'étais sur scène, c'était hors du temps, c'était magique. Mais tu abordes quelque chose qui est très intéressant. En fait, tu fais un métier qui est presque un métier comme un autre. Enfin, c'est ton boulot, même si aussi c'est ta passion. Bien sûr. C'est-à-dire que tu as des coups de mou. Tu as des moments peut-être de burn-out. J'ai lu que tu avais fait des burn-out. Alors, je sais pas si c'est vrai. Oui. Donc, il y a des moments quand même où ça redescend. Bien sûr. Et ça, tu le dis librement, c'est pas tabou non plus de parler de ça, de santé mentale, ou des fois on est débordé. Non, bien sûr. C'est toujours un peu compliqué, je trouve, moi dans ma position de parler de ça, parce que j'ai un métier extrêmement fun. Mon métier, c'est de faire des blagues et de faire des vidéos. J'ai la chance que ça marche bien pour moi en ce moment. J'ai la chance d'avoir un public, j'ai la chance d'avoir une super équipe, de gagner bien ma vie. Enfin, je suis vraiment pas à plaindre du tout. Et donc c'est compliqué après de dire je suis triste, je fais des burn-out. T'as envie de dire bon, est-ce que t'as déjà été à la mine? Non. Bon, ça va, t'as pas le cancer, calme-toi. Donc c'est bon. Après, toutes les douleurs se valent pas, il y a pas de comparaison. Mais c'est sûr que je suis dans une position où je suis quand même très privilégié et c'est très compliqué pour moi de dire c'est dur en ce moment, vous savez. Mais il y a des sportifs de haut niveau qui le disent. Il y a des grandes personnes, des personnalités connues qui le disent. J'ai eu des coups de mou, des coups de moins bien. Bien sûr, mais je pense qu'on est nombreux à voir ça aujourd'hui. Je pense que les réseaux sociaux sont
un calvaire pour notre génération. Quand je dis génération, je parle pas d'âge, je parle de tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont les réseaux sociaux ou pas. Tout le monde en souffre à différentes échelles. Donc c'est sûr que quand t'as la tête dedans toute la journée, je trouve que c'est un peu comme les Horcruxes dans Harry Potter. Avec un moment, ça te bouffe un peu de l'intérieur. Et ça t'assèche un peu, enfin, ou ça te... C'est un truc oui, ça t'assèche, je sais pas comment le dire autrement. Ça peut faire que tu vois plus ce qu'il y a autour de toi, que tu es à fond, tu es presque un peu addict. Ouais, j'ai un temps d'écran qui est absolument terrorisant. C'est très addictif et puis c'est pas très bienveillant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et je trouve que quand tu passes 1 heure sur les réseaux, tu sors de là et t'es pas très content. Tu sors pas très content d'un scroll d'1h30, bon déjà parce que tu regrettes, t'as un peu cette espèce de truc comme après de t'être branlé, pourquoi j'ai fait ça, je suis une merde. Sauf qu'en plus, t'as pris dans la tête le malheur de la terre entière, parce que les réseaux sociaux, ça nous permet aujourd'hui de parler de plein de trucs, donc on savait pas forcément. Avant, si t'allumais pas la télé, tu savais pas ce qui se passait dans le monde, et quelque part, t'étais un peu protégé avec les réseaux, dans ta poche toute la journée. T'as tous les cauchemars du monde qui sont tous là et qui arrivent dans ton visage et à la fin de la journée tu te dis que tout le monde va mal et puis en plus quand t'es acteur des réseaux sociaux, bon, est-ce que la vidéo elle va marcher, pas marcher, est-ce que je vais me faire insulter, est-ce que voilà une sorte de pression ou d'obsession presque, voilà, de l'obsession du like, de Ouais. l'abonnement, est-ce que ça a marché, parce que sur les réseaux tu peux devenir une star en 2 mois et on peut t'oublier tout aussi rapidement. C'est terrorisant de se dire que dans une vie, moi j'ai connu des gens qui sont passés de stars, mais vraiment c'était des stars. J'ai passé des après-midi avec des gens en marchant dans la rue, ils ne pouvaient pas faire 2 mètres tant on leur demandait de photos, tant on les accostait. J'ai vu ça en me disant waouh, cette meuf c'est une star. Et on est 5 ans plus tard, plus personne ne sait qui est cette meuf. Plus personne. Et il y a 5 ans, c'était une star. C'était pas une meuf vite fait connue, c'était une star. Donc ça va très vite en fait. Ça va extrêmement vite et ça dépend de... L'internet nous demande aussi une présence permanente, une omniprésence quasiment. Voilà. Et puis au bout d'un moment, la créativité, c'est un muscle. On peut essayer de le travailler le plus possible, mais c'est pas non plus... Voilà, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Sauf que en fait, l'algorithme nous demande ça. Et si on n'est pas en permanence en train de nourrir cette espèce de monstre insatiable qui finira par nous rouler dessus au moindre bad buzz, on crève aussi, donc c'est lourd les réseaux sociaux. Et tu en parles dans ton spectacle. Il y a d'autres thèmes évidemment que tu abordes dans ton spectacle, des choses que tu as vécues toi-même. Ça fait partie de tes sources d'inspiration. On l'a un petit peu évoqué comme ça, mais il y a eu le harcèlement. Évidemment, tu en as été victime plus jeune. On l'a déjà un petit peu compris parce que là, tu nous le dis aussi que tu avais besoin de protection, de te couvrir le visage, etc. Tu t'en es sorti par le théâtre. Je sais pas si je m'en suis sorti par le théâtre, je m'en suis sorti en faisant ce que j'avais envie de faire. Au final, aujourd'hui, si on me chie à la gueule, vous chiez sur la gueule d'un mec qui fait ce qu'il veut. Donc c'est cool. Donc oui, le théâtre là-dessus, ça a été une planche de salut, mais j'aurais été passionné de plomberie, j'aurais été un plombier très heureux. Parce que moi, j'ai trouvé le réconfort du gros mal-être que j'avais quand j'étais adolescent en faisant ce qui me faisait plaisir avant tout. Et j'ai eu la chance de savoir. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que j'avais envie de faire. Je trouve que un des grands malheurs aujourd'hui de l'adolescence, c'est que tu as 15 ans, tu sais pas ce que tu veux faire et on te dit « Ah oui, non mais là, il faut que tu choisisses. Puis ça va déterminer les 8-10 prochaines années. Puis APB, c'est la semaine prochaine. Parcoursup, c'est plus APB aujourd'hui. Ouais, je c'est suis très vieux. Parcoursup. Ouais. Bah oui, c'est... Ce qui est encore pire d'ailleurs que APB. Mais... moi en tout cas le harcèlement au collège surtout c'était une période très compliquée, puis en plus tu mets du temps à te rendre compte que tu as vécu ça, c'est-à-dire que tu sais, quand tu regardes 8 ans après tu fais mais en fait c'est pas normal ce truc là, c'est pas normal du tout. Et puis en parlant, je m'en suis rendu compte qu'il y avait plein de gens autour de moi qui avaient vécu ça. Il y a plein de gens qui ont été auteurs aussi sans même s'en rendre compte. Et j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens quand j'ai commencé à parler de harcèlement scolaire. Aujourd'hui, je suis le parrain de l'association e-enfance. J'ai pu rencontrer des... Qui gère le numéro 3018. D'ailleurs, on le donne parce que c'est très important. Parler, j'imagine que c'est le conseil que tu donneras. Parler, appeler, chatter. 3018. Si vous voulez pas appeler, vous pouvez chatter en ligne. Si vous avez des preuves, des screens, des documents de choses,
Il y a un coffre-fort en ligne sur l'application 3018 qui est complètement gratuite, évidemment, anonyme. Ils ont une capacité que vous ignorez, je vous jure, et si vous ne l'ignorez pas, entendez-le, ils ont la capacité de faire supprimer n'importe quel média de vous que vous ne voulez pas. S'il y a une image de vous qui traîne sur Insta, sur TikTok, sur les sites pornographiques, sur les sites genre Mime, OnlyFans et tout, s'il y a des médias, on pense souvent qu'une fois que c'est sur Internet, c'est trop tard et qu'on n'en est plus maître. Faux. 3018, ils ont la capacité, parce que c'est une association d'utilité publique. Ils ont l'État avec eux. Quand ils appellent Pornhub en disant vous supprimez cette vidéo, la vidéo, elle est supprimée dans la journée. Ils peuvent le faire. Donc ça, c'est important de le savoir, parce que moi, avant de les rencontrer, je ne savais même pas. Donc ils ont cette capacité-là. Et surtout, ils sont en contact avec tous les établissements. Les gens qui répondent au téléphone, c'est pas des gens qui vont vous insulter parce que vous êtes comme Thibaut InShape, donc comme Jérém Star, en disant vous prenez une star comme Jérém Star. C'est des juristes, c'est des psychologues, c'est des gens qui ont le temps, c'est des gens qui vous comprennent, c'est pas désolé, c'est difficile. Non, et puis s'ils ont besoin, ils peuvent appeler la police, ils peuvent vous aider à porter plainte, ils peuvent vous aider à appeler les chefs d'établissement. Ils ont vraiment la capacité de vous aider. Donc n'hésitez pas, ils sont là pour vous. S'ils répondent pas tout de suite parce qu'ils sont très demandés. Insister un petit peu. Non, mais on peut écrire. On peut envoyer des mails, on peut faire un tas de trucs. Tu dirais que ça a avancé sur le harcèlement, pour le coup, par rapport à ton époque? Il y a des outils maintenant qui existent. Il y a des outils qui existent. Il y a le nom qui existe. Harcèlement scolaire, qui est un mot qui n'existait pas moi à mon époque. On disait tu te fais emmerder, tu te fais pas respecter, respecte-toi un petit peu. Voilà, va mettre ça sur les épaules d'un petit garçon ou d'une petite fille de 12 ans. Bon courage. En fait, là où ça a avancé parce qu'on en parle, c'est devenu un sujet, donc on est attentif à ça plus. Mais là où, malgré ça, il y a toujours plein de gens qui disent ouais, mais moi je continue de me faire harceler, moi je me fais harceler, moi j'ai été harcelé. Donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bien, mais il y a toujours plein de gens qui en sont victimes. Pourquoi ? Parce que comme disait le chef d'établissement d'un collège que je suis allé visiter dans ce cadre-là, dans le cadre d'un documentaire sur le harcèlement scolaire que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, le proviseur disait, et je trouvais que c'est la phrase la plus juste à propos du harcèlement, et je suis certain que cette phrase, elle peut être adaptée à plein d'autres souffrances, c'est le vrai harcèlement qui est problématique, c'est celui qu'on n'arrive pas à définir, c'est celui qu'on n'arrive pas à attraper, c'est celui qu'on n'arrive pas à montrer du doigt. Parce que je pense que tu demandes à n'importe quel enfant te dira le harcèlement c'est pas bien. Sauf des petits cons. Mais il y en a pas tant que ça, on les repère vite. Il y a très peu de gens qui sont profondément mauvais. Il y a que des gens qui font du mal sans forcément s'en rendre compte. Et c'est ça le vrai problème du harcèlement scolaire. C'est faire du mal sans s'en rendre compte. Je pense que moi, à d'autres échelles, j'ai dû en tout cas ne pas aider des gens harcelés quand j'étais gamin, parce qu'au final, quand on est tous mal dans sa peau et qu'on a tous envie d'être aimé, d'être respecté par tout le monde, quand il y a un mec, une meuf qui se fait emmerder, ça fait plutôt plaisir d'être du côté de ceux qui rigolent que de ceux qui pleurent. Et il est là le problème, parce que personne n'est pour le harcèlement scolaire. Il n'y a pas des gens qui se regroupent en disant « Ah tiens, et si on harcelait Jérémy aujourd'hui ?» Personne dit ça. Par contre, si tu vois Jérémy en train de pleurer, tu feras plus « Et il est là le problème. Le vrai harcèlement, c'est celui qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas pointer du doigt. Tout le monde est contre les méchants et pour les gentils. Mais le problème du harcèlement scolaire, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Et que des fois, même les auteurs de violence ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de pourrir la vie d'un gamin. Et il est là le vrai souci et il est là le vrai travail à faire. Le vrai travail, il est pas tant... Il est évidemment du côté de la justice, il est du côté de ce que le 3018 peut faire pour empêcher le harcèlement, pour prévenir. Le vrai souci, c'est l'empathie. Et le cœur de la solution, c'est l'empathie. Il y a des cours d'empathie dans des pays scandinaves notamment, et je pense qu'en France, il y a déjà aussi ça commence, je crois, il y a quelques cours d'empathie. Ouais. C'est pas... Faut voir. Ouais. Faut voir. Je sais pas si ça s'enseigne, l'empathie. Peut-être ça s'éduque à la... Ou alors c'est de l'éducation, c'est peut-être l'éducation. C'est dans le cadre familial peut-être. Enfin, je pense que c'est aussi forcément la responsabilité de l'école, à un moment ou un autre en tout cas, mais c'est pas forcément une évidence l'empathie. Il y a un thème, j'aimerais bien qu'on aborde avant de se quitter, c'est la sexualité. Tu en as déjà parlé tout à l'heure, tu parlais de masturbation, parce que dans un de tes spectacles, enfin dans Adorable, t'en parles, de la masturbation des ados, parce que c'est la vie en fait. C'est dans l'ancienne, j'en parle plus aujourd'hui dans cette version. Mais oui, il y a le en tout cas, tu parles de sexe et de sexualité aussi dans tes vidéos sur les réseaux. Il y a
aucun tabou en fait pour toi. En tout cas, quand j'en fais des blagues, ça me permet que ce soit plus un tabou. J'avais peut-être moins de tabous avant. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les années, la maturité, il y a des complexes qui commencent à prendre un peu plus de place. Je me suis toujours senti très libre de parler de ça et d'aborder ces sujets, parce que je pense que c'est aussi en parlant et en disant regardez, je suis comme ça, qu'il y a des gens qui peuvent se dire mais je pensais que j'étais bizarre, mais toi aussi t'es comme ça. Oui, bah on est deux bizarres. Ah super, mais on est combien de bizarres en tout? Peut-être que si on est tous bizarres, c'est que c'est pas tant un problème que ça. Donc peut-être que ça participe au final à ça. Tu parles aussi de ta sexualité. Enfin, en tout cas, tu t'en caches pas et t'assumes ta bisexualité. Il n'y a pas de sujet pour toi. Non. Faut assumer, en fait, c'est naturel. Après, il faut assumer, chacun assume fait s'il a envie d'assumer. Hein, mais ça devrait être normal, naturel, ça devrait pas être une question. Oui, pour moi, ça devrait être un non-sujet, l'homosexualité, la bisexualité. Quand on est jeune, c'est forcément un raz-de-marée de se rendre compte de sa sexualité. Parce que la sexualité, c'est toujours bizarre, de toute façon. Les premières fois, elles sont bizarres et tu comprends pas. Et tu mets 5 ans avant de te rendre compte, pourquoi j'ai fait ça, je suis bizarre. Et tu te dis, pourquoi ça m'excite, pourquoi ça m'excite pas. Et puis, il faut surtout pas que machin, il sache que moi, j'aime ça, parce qu'après, je vais passer pour un mec bizarre. En fait, on s'auto-juge en permanence. Et forcément, quand on est jeune aujourd'hui et qu'on se rend compte que on n'est pas dans la norme de la sexualité, oui, ça fait peur. Ça fait flipper, tu te dis est-ce que je vais être aimé, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui voudra bien de moi. De toute façon, ces questions là on se les pose quelle que soit notre sexualité. Moi je sais pas, moi je me suis rendu compte assez tôt de ma bisexualité et au début j'en ai parlé assez naturellement, ça me semblait assez normal, puis je me suis rendu compte que c'était pour certaines personnes, en tout cas à l'époque, pas si normal que ça. J'ai fait tiens, on va peut-être faire marche arrière sur l'ouverture d'esprit là-dessus. La première fois que je suis tombé amoureux d'un garçon, c'est pas évident, tu sais, c'était un ami, on était très potes, on s'embrassait en soirée pour rigoler. Bon, ça commence à faire beaucoup de blagues cette histoire au bout d'un moment, ça fait toutes les soirées depuis 1 an et demi, mec, il y a un moment faut peut-être... Et puis c'était pas évident, moi je l'assume, est-ce que toi tu l'assumes pas? Ok, toi tu l'assumes, bah moi je l'assume plus, t'as envie, bah j'ai plus envie, et puis machin. Moi la découverte de ça, c'est quand même beaucoup d'embrouilles, et c'est sûr que quand on est bisexuel... moi en tout cas en tant que bisexuel, c'est vrai que la facilité ça a toujours été plus d'aller vers l'hétérosexualité que l'homosexualité, qui pose moins de soucis, on va dire, socialement. On a la chance de pouvoir se planquer un peu plus quand on est bi, mais aujourd'hui j'ai plus envie de me planquer, j'ai plus envie que ce soit un sujet. Tout le monde dans mon entourage est au courant, et c'est cool, et je sais que aujourd'hui moi mon père m'a déjà dit le jour où tu ramènes une meuf ou un mec, et puis c'est dans la conversation, et c'est normal, et c'est tellement agréable de se dire c'est normal, ça fait partie et puis là en l'occurrence à ce moment-là la question c'était pas est-ce que je vais ramener un garçon ou est-ce que je vais ramener une fille, c'est est-ce qu'il va aimer le fromage. Enfin voilà, quand le problème ça devient le fromage, c'est qu'on est enfin arrivé au... Est-ce qu'il va aimer mon fils? Sûrement le papa doit se dire ça. Est-ce qu'il va aimer le fromage? Voilà, c'est ça. C'est les questions qui sont importantes, et puis au final on souffre autant en amour quand on tombe amoureux d'un mec quand on tombe amoureux d'une fille. Donc si on oublie 2 secondes que peut-être les gens en face de nous ne nous ressemblent pas complètement, on se rendra compte qu'ils souffrent pareil. Et s'il aime pas le fromage, ou si elle aime pas le fromage, c'est un problème dans la famille, ça? Ça, ce sera un gros problème. Okay. Autant les meufs, c'est pas un souci, mais, savoir, hein. Mais si le comté fruité n'est pas apprécié, casse-toi. Vraiment, on va te discriminer. Donc, adorable, ton spectacle jusqu'en 2026. Tu parlais déjà du prochain. Tu es en train de l'écrire, il est écrit, c'est... Pas une seule ligne pour l'instant, mais on a déjà des places qui sont en vente. N'hésitez pas à acheter ce spectacle, qu'on sait même pas comment il s'appelle encore. Nouveau spectacle, ce sera surtout le spectacle de la maturité. Non, mais des histoires plus perso, plus les histoires d'ado, mais tes histoires à toi, parce que tu as 26 ans. Exactement. Et que tu as grandi, quoi. Voilà, le nouveau spectacle parlera de moi, il sera beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel, donc forcément beaucoup plus bizarre. Beaucoup plus bizarre, ça promet. Tu vas continuer les expériences, tu touches à tout, tu es un touche-à-tout. On t'a vu dans Danse avec les stars. D'ailleurs, tiens, ça t'a apporté quelque chose pour être encore plus à l'aise sur scène? Je sais pas, ça t'a libéré quelque chose dans le corps, la façon de bouger? Moi, ça m'a beaucoup... ça m'a surtout appris à être droit, en fait. C'est con, hein, mais quand on... Voilà, je suis pas un bon exemple parce que... Non, mais moi j'ai un torticolis depuis 2 jours, donc en plus je suis comme ça, je suis stressé en ce moment, donc j'ai les épaules qui remontent comme ça, c'est pas évident. Danse avec les stars, c'est la meilleure expérience de ma vie, je pense, ou dans le top 5, quoi, parce que... Ça t'a appris à te tenir droit.
Bah voilà, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est Non, déjà c'est une pas mal. expérience géniale. Moi, pendant 3 mois, j'ai eu un quotidien de sportif de haut niveau grâce à Anna Riera qui a été extraordinaire. Magnifique danseuse. Puis surtout, elle m'a pas lâché, quoi. On faisait 1 heure de muscu avant de commencer à faire de la danse. Et puis quand tu apprends à faire de la danse, quand tu sais rien du tout de la danse, tu apprends à marcher. Parce que tu n'as jamais marché les pieds à l'extérieur, le talon d'abord, ou la pointe d'abord parce que Mais c'est ça du te cha-cha. sert ça encore aujourd'hui dans ta vie de tous les jours? Tu fais 1 heure de muscu tous les matins? Non, alors ça non. Surtout pas. J'ai tout perdu, j'ai fondu en 2 mois, vraiment c'était terrible. Non, par contre ça m'a appris une certaine forme de discipline, et puis surtout ça m'a appris à gérer mieux mon souffle, à gérer mieux mes pas. La première fois que je suis monté sur scène après Danser avec les stars, j'ai appelé Anna en lui disant je n'ai pas joué pareil parce que je suis rentré la tête haute avec des pas décidés, des pas fermes. En danse, si tu fais un pas et que t'es pas trop sûr de ton pas, tu tombes. Et donc là, non, ça m'a changé ma vie. Dans les expériences, est-ce que tu vas essayer le métier de croupier ou pas? Non, parce que j'ai lu que si tu très n'avais pas renseigné. été comédien, tu aurais été peut-être croupier. Animateur de salle de jeu, j'expliquais un peu, enfin voilà, Ça- dans les ouais. casinos quoi. Ça m'amuse beaucoup ce rôle-là. J'ai toujours aimé ça. Le croupier, j'ai l'impression que c'est le dernier rempart de la solitude de tellement de gens qui sont en train de perdre tout leur argent et doivent quand même faire hey, la roue tourne, c'est ton PL, mais c'est pas grave. Et t'aimerais avoir ce rôle-là? Ça Hyper m'amuse. sadique. Ça m'amuserait un petit peu, je vais pas vous mentir. J'adorerais, si j'arrive pas à le faire dans la vraie vie, à l'avoir dans un rôle, avoir le rôle d'un croupier, parce que c'est une position particulière. Le croupier, il est animateur et en même temps il est bourreau. Enfin, il y a une espèce de truc où il peut apporter énormément de joie si tu touches un jackpot, et le gars peut te ruiner aussi, mais dans tous les cas, c'est pas de sa faute. Lui, on va dire que Non, c'est- lui il touche le SMIC, hein, je Lui, pense. il touche le Enfin, SMIC, non, un il peu est- plus, mais bon. pas tant que ça, Ouais. ils sont pas très bien payés les croupiers, je crois. Puis surtout, c'est des horaires, des fois Ouais. tu finis à 4h du Décalé. matin, 5h du matin, t'as passé la nuit avec Gérard, alcoolique, qui est en train de balancer tout l'argent des gosses sur la table. Bon, le casino, c'est terrible. Mais le croupier, il doit garder la face malgré le fait que tout va mal. Moi, ça me parle. J'adore. Ça fait une belle chute, une belle conclusion. Merci beaucoup, Romane, d'être à venue à C'est quoi l'info. Et merci d'avoir remplacé ma psy de ce matin, Oui, du voilà. coup. Bon, bah c'est gratuit en plus, donc tu reviens quand tu veux. La Zonz. semaine prochaine. Zonz sur Zonz, regardez ça, France.tv. vraiment, je vous en supplie. Regardez Zonz, je sais pas comment vous le dire autrement. Il On faut pense regarder ça. Et cette puis 8 série. épisodes, ça va vite, faut regarder. Ça va très vite, ça se binge-watch absolument magnifiquement. Et puis il y a plein de rebondissements dans cette série. On va essayer de s'échapper. Tous les personnages, on a un a priori sur eux au début, tous. Et puis il va changer parce que on va se rendre compte que les apparences sont trompeuses parfois, et que ce qu'on pense des gens peut beaucoup changer. Donc allez voir cette série, vous allez vous éclater. Eh bien, merci à toi. Et on te regarde évidemment dans Zonz. Salut, Romane.